Je voulais juste encore un instant sur peut-être une dernière question par rapport à aller un petit peu dans le sens de la question de Lionel, parce que justement cette facilité de tournage dont vous parlez et le fait que le cinéma numérique a changé la manière, c'est une question plutôt enfin vous verrez, plutôt pour les cinéastes, fait aussi que, comme le disait Lionel, il y a une écriture différente. C'est-à-dire, en effet, le poids sur le scénario extrêmement écrit et qu'on respecte à la lettre. Je veux dire, vos films, avec évidemment d'énormes différences entre vous, mais c'est quand même des films qui laissent une place très importante à la mise en scène, oui, et à l'acteur. C'est-à-dire, l'acteur est vraiment central. D'ailleurs, on a aussi un petit peu ce sentiment qu'il y a des espèces de familles d'acteurs qui se créent finalement entre vous, avec cette figure centrale de Vincent Macaigne qui est quand même assez massive parce qu'il est très présent dans beaucoup de films, mais il y en a d'autres, j'entends, et qu'on a l'impression qu'il y a aussi involontairement probablement, par rapport à ce que vous dites, qu'il y a une espèce de famille, voire de familiarité qui se déroule avec les acteurs. Et même dans la manière de travailler, j'ai l'impression, en regardant plusieurs à la suite, que vous laissez beaucoup de place à l'acteur dans le travail. Vous lui laissez une liberté. Vous lui laissez une liberté qui va peut-être jusqu'à l'improvisation dans certains cas, voire beaucoup moins, mais que certains films très écrits du cinéma français, peut-être celui beaucoup plus cher ou celui d'avant, ne permettaient pas. Ah. Enfin, en effet, je pense qu'en regardant la programmation, la Cinémathèque, j'ai l'impression en effet qu'il y a pas mal de films, déjà qui ont des formats différents, et beaucoup de films qui sont faits dans des économies très réduites, et beaucoup de films qui, en effet, je pense, étaient pas totalement écrits. Alors, en tout cas, ce ne sont pas des scénarios, pour la plupart, qui sont passés par toutes les étapes, on va dire, par toutes les, je sais pas, les portes cochères ou les fourches codines, je ne sais pas, mais en tout cas, qui ont un peu court-circuité ça. Donc souvent des scénarios qui étaient encore dans un certain état d'inachèvement. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas de tous les films. Et en effet, par rapport aux acteurs, en fait, je réfléchissais cet après-midi parce que je me doutais bien qu'on parlerait de la place et de la figure que représente Vincent Macaigne. En fait, par rapport à ce que disait Emmanuel, il disait il y a des réalisateurs qui disent marre d'attendre, on a une histoire, on a des acteurs, on a une caméra, il faut y aller. Et c'est vrai que Vincent Macaigne est typiquement ce type d'acteur, en fait, camarade et compagnon, qui en fait aussi, je pense, insuffle au réalisateur une espèce d'énergie et de confiance dans le fait qu'on peut et qu'on va faire les choses. Et c'est pas un acteur qui va rester les bras croisés, quoi. Voilà. Alors je ne sais pas très bien quoi dire de plus, enfin, là, par rapport à cette question-là, mais en tout cas, il y a ça, vraiment l'acteur compagnon qui en fait aussi est impliqué très tôt dans le processus, qui souvent d'ailleurs est pris dans un réseau d'amitié aussi. Enfin, il y a aussi des... Parce que bon... je pense que tous les cas de figure ne sont pas les mêmes, enfin toutes les collaborations de Vincent Macaigne ne sont pas les mêmes. Je pense qu'il y a des collaborations qui sont très colorées d'amitié. Je pense qu'il y a des collaborations qui sont imprégnées aussi d'admiration et pour son talent d'acteur. Je pense qu'il faut le dire aussi, il y a peut-être quelques collaborations qui sont un peu opportunistes. Voilà, je pense que voilà, c'est pas toujours la même chose. Et d'ailleurs, lui-même ne s'engage pas de la même façon totalement dans tous les films. C'est-à-dire qu'il y a des films, il y va corps et âme, et puis il y en a d'autres, il se fait un peu tirer, voilà, la manche, et il dit j'y vais pas, j'y vais pas, et puis il finit par y aller, mais ou pas. Voilà. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a aussi un peu un écran de fumée, Vincent Macaigne, qui a tendance à, du coup, dans l'esprit des gens, à uniformiser beaucoup les films, alors qu'en fait, je pense que d'ailleurs, peut-être que certains journalistes culturels ont une petite part de responsabilité là-dedans, je pense, et que parfois le travail n'a pas tout à fait été fait pour relever en fait, les singularités des films, qu'il était assez facile en fait de mettre sous un même chapeau, on va dire, Vincent Macaigne, et que j'y pensais dans le train, tout à l'heure, je me disais, mais quand même, si on prend la fille du 14 juillet, la bataille de Solferino, et par exemple Tonnerre, hein,
C'est des films qui n'ont vraiment pas grand-chose à voir sur le net, en fait, ni en termes de mise en scène, ni en termes de tonalité. Enfin, et pourtant, il y a cet acteur-là qui est en plein centre à chaque fois. Et je trouve que c'est un peu malheureux parfois de s'arrêter à ça. Et puis je pensais, et puis même, parce que récemment, il y a un autre film avec Vincent Maclen qui est sorti, qui s'appelle Une histoire américaine, et je lisais du coup certains critiques ou certains journalistes culturels, parce que c'est vrai que je trouve la distinction est intéressante, qui disaient, en plus, il joue toujours le même type d'amoureux et conduit, le même type de personnage, etc. Mais du coup, je pensais voir un acteur comme Devers, je suis à peu près sûr qu'on le trouve chez, je sais pas, chez Sautet, ou chez Corneau, ou chez d'autres. C'est un acteur qui joue toujours des personnages d'amoureux fragiles, écorchés, etc. Et ça a à voir avec quelque chose qui se dégage profondément de lui, et pour autant, les films sont très différents, et on ne peut pas résumer ça à une espèce de rime sentimentale d'un film à une autre. Enfin, voilà, je ne sais pas si je suis très clair. Mais... Ça permettra, évidemment, puisque de rebondir et de passer... Ah pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, mais les acteurs... Mais du coup, peut-être juste pour finir sur les acteurs, il y a quand même quelque chose qui peut ressembler à ce qui se faisait, parce que tu dis une nouvelle génération d'acteurs qui arrive avec une bande de jeunes réalisatrices et réalisateurs et qui les accompagnent dans un parcours, et puis ce que tu fais dans Un poison violent également, qui est quelque chose qu'on retrouvait aussi d'ailleurs, et ce que tu fais d'une façon différente dans Tonnerre avec Bernard Ménez et avec Michel Galabru dans Un poison violent, c'est d'aller rechercher des acteurs jugés peut-être aujourd'hui par la critique ou par le cinéma en tout cas d'auteurs tels qu'ils se faisaient il y a encore 3-4 ans comme complètement has-been en dehors de tout réseau, et de leur demander de venir pour une bonne raison et de leur faire jouer quelque chose de différent de ce qu'ils ont joué jusqu'à maintenant. Donc il y a un lien avec le passé qui pouvait être aussi celui des réalisateurs de Nouvelle Vague avec des acteurs américains ou des acteurs qui venaient du cinéma de Vigo ou d'un autre cinéma. Est-ce que ça c'était quelque chose qui était... le fait de faire revenir Galabru, d'avoir un mélange d'acteurs entre des gens qui sont des jeunes comédiens qu'on découvre presque, qui commencent avec le film, et puis des gens plus... c'était quelque chose de pensé, ou c'était par pur... C'est un mélange de plein de choses, parce que un casting, c'est compliqué. Il y a le désir qu'on a pour des acteurs, il y a le financement du film qui joue. Est-ce qu'à un moment, on a besoin d'un acteur un peu connu ou pas pour convaincre? Par exemple, moi, sur Un poison violent, c'est un film qui était très très difficile à financer, ça a pris 2 ans. Il n'y avait aucun distributeur qui voulait de ce film. On a passé avant sur recette 4 fois, on ne l'a jamais eu. Et à un moment, comme on dépendait vraiment absolument des chaînes de télévision pour que le film puisse se faire, la question du casting entrait un peu en jeu. Donc je savais qu'il fallait que sur ce rôle du grand-père, il y ait peut-être quelqu'un qui soit un petit peu identifié. Et en même temps, il fallait absolument que je trouve un acteur pour qui j'avais vraiment du désir, parce que c'était pas possible pour moi d'aller chercher quelqu'un qui... Voilà, pour des raisons purement stratégiques. Et il se trouve que Galabru, pour moi, c'était le juge et l'assassin de Tavernier, c'est-à-dire un immense acteur, et que j'arrivais à l'imaginer là-dedans, donc je suis allée le chercher. Donc voilà, il y a toujours un mélange à la fois de désir, de logique, de partition globale du casting, de stratégie, tout va ensemble. Et en l'occurrence, personnellement, je ne me suis jamais posé la question des cases. C'est-à-dire que je ne me suis jamais dit... ah tiens, tel acteur, il appartient à telle famille de cinéma, c'est pas la mienne. Ou... En fait, voilà, j'ai une confiance assez profonde dans les acteurs qui fait que je peux aller chercher du mélange sans avoir peur, quoi. De la même manière que je suis allée chercher François Damiens pour un rôle dramatique, ou voilà. Mais je voulais juste revenir sur une petite chose par rapport à la question de l'esthétique, parce qu'on a parlé de support, pellicule, numérique et tout. Moi, j'ai fait les deux en l'occurrence. Et personnellement, j'ai pas changé une seconde ma manière de travailler. Alors, bon, je crois que ça pourrait faire un débat de plusieurs heures, mais moi, je crois pas à la question du format. Je pense que donner de place aux acteurs n'a rien à voir avec le fait d'être en numérique, par exemple. Je pense que c'est pour le coup une vraie question d'esthétique et d'influence. Si je repense au film de Cassavetes, par exemple, qui représente des heures et des heures de pellicule, la place de l'acteur, elle est absolue dans son cinéma. Donc, par contre, la question de on en a marre d'attendre, on tourne, même si le scénario n'est pas nickel, on n'a pas envie de passer 2 ans à financer un film, ce que personnellement j'ai vécu, ça c'est lié plutôt à la situation économique. C'est ça qui nous relie en fait, vraiment dans notre génération, c'est qu'on est
dans une situation économique où à la fois il y a de l'argent pour les premiers et deuxièmes longs, en même temps il y a énormément de projets, c'est une réalité. On peut se retrouver à galérer, à attendre très longtemps. Et donc la question de l'urgence et du désir, elle se pose peut-être davantage que pour la génération précédente, qui a vécu voilà, plus de confort par rapport à un âge d'or de la télé, notamment de Canal, voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand tu es réalisateur en France, tu peux avoir fait un carton avec tes courts-métrages et ne peut-être jamais faire de long. C'est une réalité, elle est violente, mais elle est là quand même. Donc cette énergie presque du désespoir, on va dire, c'est plutôt ça le socle, j'ai l'impression. Alors pour arriver à Éric Laurey, parce qu'en fait si on est là, c'est la faute des gens comme lui, parce que c'est des gens qui ont fini par dire un jour il y a un nouveau cinéma français, ça c'est évidemment d'abord les critiques, parce que il y a même s'il ne l'a pas dit, hein, mais parce que en fait la France c'est un des pays d'Europe, peut-être même le pays d'Europe je crois qui produit le plus de premiers films. Donc chaque année il y a beaucoup de premiers films, c'est un pays qui n'arrête pas de faire des premiers films et qui a beaucoup de peine souvent à faire des deuxièmes pour le coup et des troisièmes. Par contre pourquoi est-ce qu'à un moment donné il y a une sorte de chose qui fait que médiatiquement on dit voilà il y a une sorte de nouveau cinéma français et ça peut pas être cette fois-ci imputé aux auteurs parce qu'on pouvait dire dans le fond à Nouvelle Vague c'était organisé puisqu'elle venait elle-même de la critique pour faire un coup d'état et dire et c'était autoproclamé et il ne restait plus que Françoise Giroud pour dire c'est la Nouvelle Vague et que tout le monde dise formidable c'est une bonne formule. Là qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup en 2012-2013 on se dise il y a un jeune cinéma français? Oui, je ne me rappelle pas très bien comment ça s'est passé, moi j'ai pas le souvenir d'avoir dit ça. Non, si, mais alors effectivement la question de l'unité, elle se pose. Moi je crois que c'est plutôt une question de communauté, c'est-à-dire qu'à un moment il y a une génération de critiques sans doute qui se reconnaît dans ce que tu as appelé une certaine mise en scène. Alors on a dit, on ne peut pas y revenir sur le fait que la figure de Vincent Macaigne, son corps, en tout cas sa façon d'être, sa façon de bouger, sa façon de se placer, sans doute, pour certains critiques aux journalistes culturels, écraser un peu la question de la mise en scène, qui est bien autre chose, c'est-à-dire comment est-ce qu'on représente l'espace, comment est-ce qu'on représente le temps, quelles sont les interactions entre les psychés, entre les corps. Donc évidemment, lui, par sa surprésence, un petit peu comme un grand ténor ou une grande soprano, évidemment, on a l'impression qu'on ne voit plus le reste de la mise en scène, mais enfin, je crois qu'elles sont toutes très diverses. Il tend un effet miroir aussi, je pense. Il tend un effet miroir à beaucoup de... Non, pardon, enfin, c'était juste une minuscule parenthèse, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup un effet miroir d'identification, parce que je pense que au fond, beaucoup de journalistes et de critiques ont entre 30 et 40 ans, enfin, dans beaucoup de... Et mine de rien, je pense qu'il y a aussi un effet d'identification très fort avec des histoires qui peuvent être portées et incarnées par ce corps-là, ce visage-là. Quelque chose d'ailleurs un peu narcissique. Et je pense que ça a aussi contribué à cette espèce d'engouement pour cette figure. Alors sur la constitution effectivement d'une école, il me semblait au début que le débat était, enfin, ou que le cycle s'appelait le jeune cinéma français, et après il est devenu un autre cinéma français, non? C'est ça? Il a toujours été un autre. Ça a toujours été un autre. Toujours été un autre. Bon, il y a la question, effectivement, comme vient de le dire Guillaume Braque, de la contemporanéité, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de critiques. On va prendre un exemple très simple, c'est le film de Sophie Le Tourneur qui s'appelle Les coquillettes de Locarno, où elle réunit 3 critiques, un de Libération, un des Arocs et un autre du Monde, pour jouer des rôles secondaires, mais enfin quand même extrêmement présents. Bon, voilà, donc il y a une espèce... comme ça, tout d'un coup, de communauté, de regards qui se croisent, qui se reconnaissent, de gens qui lisent les articles les uns des autres, qui s'apprécient, qui apprécient les mêmes réalisateurs. Bon, et effectivement, il y a peut-être une tendance, comme tu viens de le dire, à unifier à outrance, comme on a pu le faire avec le nouveau roman, en disant que Marguerite Duras était dedans, alors que de toute évidence, historiquement, elle n'a à peu près rien à faire dans ce mouvement-là, si ce n'est qu'elle était aux éditions de Minuit, de la même façon que tout réalisateur chez Film sera donc désormais peut-être fera partie du nouveau cinéma français. Alors ensuite sur le fait que les critiques ou les journalistes culturels disent voilà il y a une nouvelle vague. Moi je crois que la première pour moi le premier moment c'est en 2010, c'était la vie orange de Le Tourneur. Tout d'un coup je vois ce film et je me dis voilà, là il y a quelque chose dans la manière effectivement de figurer nos amours, nos amitiés, notre désœuvrement, notre imbécilité, donc à une certaine génération,
qui n'est pas, alors c'est pas le récit ou c'est pas l'intrigue qui est forcément neuf, c'est la manière de le représenter. C'est-à-dire que tout d'un coup on a une forme, peut-être parce qu'on a des critiques, je pense à ceux qui ont parlé de cette vague-là, des critiques assez formalistes. Il y a une forme, il y a un aspect, il y a un visage qui n'avait jamais été donné auparavant au cinéma. Et ensuite, c'est pour ça que moi je suis un peu peiné de l'extérieur d'entendre qu'il y a des rivalités. Le critique, au contraire, lui, il est très assoiffé de toute nouvelle forme, il ne voit absolument aucune rivalité, il dit mais plus il y en a, mieux c'est formidable. Et à chaque nouveau visage, il dit ah oui, mais ça c'est pas mal, on l'avait pas vu comme ça encore. Et puis il va voir un autre critique, il dit tiens, viens voir là, trouve pas là que il y a un corps particulier, tout d'un coup ça a pris cette, voilà, une forme qui n'existait pas. Donc, parmi les critiques aussi. Oui, sûrement. Enfin bon, la rivalité partout. On peut tout lire au filtre de la rivalité, effectivement. Moi, je préfère le voir comme une communauté. Ça ne veut pas dire que dans une communauté, même si les gens se reconnaissent, il n'y a pas de diversité. Effectivement, il y a des esthétiques, après, qui sont très différentes, mais comme on l'a dit, qui sont peut-être écrasées par certains effets. Enfin, voilà, si on s'attache à la figure du héros, Jean Gabin, il a tourné avec plein de réalisateurs différents, mais enfin, il meurt à la fin de chaque film, à la fin des années 30. Hein. Donc, il joue toujours le même rôle, mais en fait, si vous prenez les films un par un, c'est pas du tout le même film. Ah ouais. Voilà, l'histoire a beau être toujours la même. McCain, c'est pareil. On peut dire, même s'il joue toujours le même type de héros, on pourrait reconnaître peut-être dans ce nouveau cinéma français, il y a des choses, hein, je sais pas, le point de vue de l'enfant, par exemple, qui est une chose qui n'existait pas dans la génération des aînés. Peut-être ça va, enfin là, c'est un point de vue critique, ça peut peut-être répondre à ta question sur Galabru, etc. La génération précédente des années 90, Assayas, Desplechin, il n'y avait plus de parents. C'est-à-dire les parents avaient complètement disparu, il n'y avait plus que des jeunes couples adultes qui s'installaient dans la vie, qui divorçaient. C'était une forme très moderne, ça arrivait toujours après la crise. C'est-à-dire que d'abord, ils avaient divorcé avant le début du film, et puis après ils se retrouvaient, ou les familles se recomposaient, etc. C'est-à-dire on allait vers le pitch, le climax, la crise était passée, comme dans tout film moderne canonique, et on voyait ce qui arrivait ou ce qui n'arrivait pas après. Et puis là, soudain, il y a les parents reviennent, et avec les parents, peut-être, hypothèse critique qui voit du sens partout, le retour justement de ces figures tutélaires, que ce soit Bernard Menez ou d'autres, qui apparaissent dans des films justement, je pense, aussi bien imposant, violent qu'à un monde, pas un monde sans femme, mais Tonnerre. Alors dans Tonnerre, c'est pas le point de vue d'un enfant, mais enfin il rentre chez son père. Dans un poison violent, c'est un point de vue d'enfant. Donc tout d'un coup, le retour des enfants accompagne un retour, enfin suscite peut-être un retour des parents, et alors là, comme figure, on a besoin d'un acteur parent, d'une certaine façon. Bon, c'est une hypothèse. Voilà, il y a plein de points. On peut trouver, si on veut, historiquement, thématiquement, des éléments qui rassembleraient, mais tout en observant évidemment une diversité. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, puis je pense qu'on croit aussi, peut-être, ça je ne sais pas si c'est aussi un point de vue esthétique, c'est que c'est un cinéma qui croit fondamentalement au dialogue. En fait, qui ne croit plus tellement au scénario, qui croit pas au scénario, mais qui dans le fond croit beaucoup au dialogue, parce que La Vie orange, ce qui était étonnant, c'était évidemment la façon dont les gens parlaient, comment les gens s'exprimaient. C'est le cas aussi dans Un monde sans femme ou dans Suzanne, mais pour des raisons différentes. C'est des dialogues qu'on a l'impression d'avoir très écrits, enfin qui sont très pensés, très réfléchis, mais on leur donne une vraie importance, une vraie force. Et on a l'impression que les gens ne sont plus là juste le dialogue n'est pas là pour porter l'histoire, mais vraiment pour être un petit événement, une performance dans le film, en fait. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose peut-être qui relie tous ces films. Non mais, pardon. Non mais je suis en train de penser, en fait, parce que c'est assez juste de situer le début, entre guillemets, de cette génération à La Vie orange. Même moi, je remonterais 2-3 ans avant, parce qu'en fait, moi, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression qu'en fait, les réalisateurs de ce groupe-là ont à la fois été influencés par ceux de leur génération, mais qui ont peut-être un tout petit peu plus d'années d'expérience qu'eux, et puis par des grands anciens. Et moi, je sais par exemple, à titre tout à fait personnel, que c'est en voyant Rock et Canyon, qui était en fait un moyen métrage de Kilo Turner, qui était quelques années avant, enfin 3 ans avant, quelque chose comme ça, 2006, voilà, et La main sur la gueule d'Arthur Harari, qui était 2006-2007 aussi. D'ailleurs, j'avais vu aussi À bras le corps, qui était dans ces zones. Ah bon, et c'était des films qui étaient nourris l'un très fortement par Piala, l'autre peut-être par Rosier. Enfin, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est beaucoup Piala, Rosier qui reviennent, parce que je sais que c'est des références pour Sophie, c'est des références un peu pour Justine, même si c'est peut-être plus Cassavetes pour Justine Triet, mais ah bon, il y a
Et du coup, en effet, j'ai l'impression que ce petit mouvement-là, enfin, il est né vraiment entre 2005 et 2010, et qu'il y a en fait un peu des aînés, quoi. Et je trouve que Sophie Le Tourneur, par exemple, c'est un peu une aînée. Et l'ironie, c'est que Arthur Harari, par exemple, c'est aussi un aîné, mais sauf que lui, c'est quelqu'un qui a mis énormément d'années avant de réussir à faire son premier long métrage. Donc il se retrouve finalement à arriver un peu plus tard que les autres, alors même que, pour moi, il était un peu au départ, en fait. Mais, et je sais qu'autour de moi, il y a d'autres réalisateurs comme ça qui ont pu être influencés par ces jeunes aînés, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Oui, mais moi j'ajouterais, enfin je vois aussi une autre caractéristique, peut-être des réalisateurs qui viennent pas justement pas forcément d'école de cinéma, et en tout cas pas d'école de cinéma où le scénario est roi, mais qui peuvent avoir fait des arts déco, les beaux-arts, du théâtre, comme dirait Peretti, c'est-à-dire qui sont ouverts à d'autres formes, en tout cas qui considèrent le cinéma peut-être comme un médium parmi d'autres pour faire une œuvre d'art, mais pas forcément le seul, ce qui était déjà le cas dans la génération précédente avec Bonello et la musique, par exemple, dont on peut dire qu'il s'exprime dans différents médiums. Donc il y a plein de caractéristiques qu'on peut retrouver cette génération, mais qui marquent aussi toutes leurs différences. Juste encore une question, Emmanuel, avant de passer comment est-ce qu'on accompagne, du coup, parce que les réalisateurs ne sont pas forcément des gens très fidèles, hein. C'est des gens qui viennent un peu piquer, faire des choses, qui partent. Comment est-ce qu'on accompagne des gens qui font leur premier film et qui... je parlais du problème de la difficulté d'en faire un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Est-ce qu'il y a une idée comme ça de continuité quand on commence à produire un film et qu'on a beaucoup de peine à produire le premier et qu'il faut monter un casting avec des acteurs encore pas connus, souvent, ou des acteurs moins connus et qu'il faut se battre pour avoir des sous? Est-ce qu'il y a une volonté très forte de créer une continuité, de dire moi je suis là pour leur faire des films et après trouver d'autres personnes et continuer? En fait, moi, ce qui m'angoisse beaucoup dans mon métier de producteur, c'est d'investir sur un scénario et au final ne pas avoir de film. Donc ce que je m'impose chaque fois que je travaille avec un réalisateur pour la première fois, parce que je continue à faire beaucoup de premiers cours, et donc beaucoup de premières expériences avec de nouveaux auteurs, ce que je m'impose toujours, c'est de faire un cours pour apprendre à prendre la relation, parce qu'à chaque fois c'est différent, avec chaque réalisateur c'est différent. Et donc... Benoît Forgeard, par exemple, qui est quelqu'un auquel je crois fortement, et j'espère que cette année sera son année, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout besoin des mêmes types de relations que Justine Triet ou Sophie Le Tourneur, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup tout seul. Par contre, voilà, il a besoin de confiance, il a besoin de beaucoup plus d'argent. Donc c'est vrai qu'avec chaque réalisateur, c'est un peu différent. Sur les premiers films, en fait, moi je trouve que mon métier de producteur, c'est aussi un métier d'agent, entre guillemets. C'est-à-dire que je conseille chaque auteur par rapport à un profil, à un parcours. Beaucoup sortent de l'école, mais certains n'ont pas fait d'école de cinéma. Donc pour eux, il faut passer par faire un détour parfois par des films un peu plus découpés ou fictionnés, d'écriture de scénario. Mais effectivement, pour chacun, de film en film, moi je conçois mon travail comme pas tellement de fidélité, mais d'accompagnement. C'est-à-dire que pour monter un film, j'ai besoin d'être convaincu que cette personne que je vais pouvoir y arriver. Et pour y arriver, j'ai besoin de sentir que j'ai avec moi non seulement un scénario, un casting ou je ne sais quoi, mais que j'ai aussi un parcours d'artiste ou de cinéaste sur lequel où je peux avoir un point de vue critique, mais en tout cas où je suis convaincu que je peux apporter quelque chose pour la suite et que c'est à cet endroit-là qu'il faut que je sois présent. Et après, la question de la fidélité, oui, elle s'est posée de façon... là avec les papiers à cause de vous, là, Éric Lorrain. Il y a tout d'un coup plein de gens qui se sont dit, tiens, dans notre catalogue, on n'a pas de jeunes cinéastes, donc comme ces gens-là ne font pas de court-métrage et qui sont un peu feignants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas voir les films dans les écoles de cinéma, du coup, ils se sont mis à jouer la concurrence et à proposer à des cinéastes avec qui je travaillais de faire leurs films suivants. Enfin, voilà, le cinéma n'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas une menace dans ce qu'a dit Eric en disant, pour un producteur, hein, est-ce que c'est vrai, à un moment donné, on se dit, bah voilà, quand on va faire un film chez Film, on va être
cataloguer jeune cinéma français? Est-ce que dans le fond, ça éloigne pas des gens qui peut-être, par curiosité, seraient venus te voir avant en disant bah non, il fait ce genre, maintenant lui il fait ce genre de film. Et son créneau, lui, c'est les premiers films. En même temps, je trouve qu'il n'y a rien de plus différent dans la proposition de cinéma entre Forjard et Justine Triet. Forjard, c'est un mec qui retouche chaque pixel de son image. Il tourne en 4K, mais parfois son image, elle est incrustée sur une incrustation qui elle-même est incrustée. C'est quelqu'un qui a une approche, une pratique du cinéma qui est complètement différente. Et oui, je sais pas, ouais, je sais pas.